Bonjour tout le monde, bienvenue et puis merci d'être là. Présenter le séminaire, c'est d'abord vous présenter le cadre dans lequel je suis invité pour ces 3 mois-ci par l'École normale. Je suis en sabbatique. Normalement, je suis prof à Columbia, mais là, je suis en sabbatique pour ce semestre, le semestre de printemps comme nous l'appelons. Encore qu'avec le froid qu'il fait ici et le froid que j'ai laissé à New York, on a du mal à penser que ça s'appelle un semestre de printemps. Mais voilà, donc la raison pour laquelle je suis ici pour ces 3 mois. Il se trouve que l'École normale a envisagé, a mis en place, a commencé à mettre en place avec d'autres universités, quelque chose qui s'appelle Programme Sud. Sud avec un S. Qu'est-ce que c'est exactement? Pendant plusieurs années, ces dernières années, j'ai eu des conversations avec l'actuel directeur, qui était alors directeur adjoint, Frédéric Worms, qui estimait qu'il fallait que l'école s'ouvrît au Sud de manière générale, au Sud global, comme on dit également, et en particulier à l'Afrique. Beaucoup de formules avaient été envisagées. Il avait été envisagé la création d'une chaire d'études africaines. Bref, il s'agissait de coordonner tous les enseignements liés à l'Afrique qui existent à l'heure actuelle à l'école, parce qu'en fait, l'Afrique n'est pas absente des différents enseignements, des différentes disciplines, des différents départements de l'ENS, coordonnés en quelque sorte pour avoir une réflexion interdisciplinaire sur les réalités des Suds, et en particulier de ce Sud des Suds qu'est l'Afrique. Alors ça, c'était la conversation que j'avais avec Frédéric Worms pendant plusieurs années. Et cette fois-ci, la conjoncture s'est avérée favorable parce qu'il y a eu la décision politique, si vous voulez, qui a fait suite au sommet France-Afrique organisé par le président Macron à Montpellier. Et parmi les différentes idées qui ont été agitées, et parfois de manière très vive, si vous vous en souvenez, il y avait l'idée de créer un espace académique d'échange, de partenariat, de collaboration entre des institutions académiques, universitaires françaises et les Suds. Et des institutions qui ne seraient pas simplement une institution d'études africaines, signifiant qu'à partir du Nord, on étudierait l'Afrique ou on étudierait le Sud, mais véritablement une mise en réseau et un partage des savoirs, une confection ensemble de cours et de partage des savoirs dans un décentrement total, dans un partenariat total, dans une égalité totale. Et l'école normale, symboliquement, s'offrait tout particulièrement pour la mise en œuvre d'un tel programme. C'est ainsi que nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place ce programme Sud. Un volet de ce programme Sud, c'est la création d'un cours qui s'appelle les nouvelles compréhensions du monde. L'idée qu'il faut essayer d'avoir une intelligence commune du monde tel qu'il va ou ne va pas aujourd'hui, avec des perspectives qui seraient des perspectives ouvertes. La manière dont au nord on voit les évolutions du monde, donc au sud on voit les évolutions du monde, et donc ensemble on voit également les évolutions de ce monde. Bref, les concepts maîtres sont les concepts de décentrement. Nous vivons aujourd'hui un monde sans centre. Il n'y a pas un centre européen ou occidental avec sa périphérie, comme ça a été pendant très longtemps le cas. Nous vivons un monde absolument décentré, dont le centre est partout et la circonférence nulle part, selon la vieille métaphore du Moyen-Âge. Ça, c'est un aspect de ce programme Sud, et à l'intérieur de ce programme Sud, il y a ma visite qui a été décidée avec la direction de l'école et dont je suis absolument ravi. Je retrouve une nouvelle jeunesse, j'ai l'impression de tout recommencer. Et j'habite même à l'école, en face. J'habitais à Rateau quand je vivais ici, tu t'en souviens. Et puis, voilà, là maintenant, je retombe en... C'était pas vraiment l'enfance, enfin, c'est très agréable, quand on a les cheveux gris, de refaire ce qu'on a fait quand on avait une coiffure afro. Voilà.
Un autre aspect de ce programme Sud, c'est un projet scientifique qui s'appelle Autour de Senghor. Senghor, c'est ce poète, philosophe et homme d'État sénégalais, très controversé, et qui fait en ce moment un retour du feu de Dieu. Il y a un retour de Senghor, il est véritablement insubmersible parce que nous sommes dans une période où il y a une relecture de Senghor qui s'effectue, relecture qui est effective surtout d'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis où je vis, il y a beaucoup de publications aujourd'hui sur Senghor. Et puis ici, vous avez peut-être su cela, mais depuis hier, il y a une exposition sur Senghor et les arts, avec pour sous-titre d'ailleurs « Réinventer l'universel ». J'aurais pu prendre cela pour le titre de mon séminaire, parce qu'il s'agira de cela, comme vous verrez, « Réinventer l'universel ». Et je vous conseille vivement cette exposition, dont un des curateurs est mon ami et collègue à Columbia, Mamadou Diouf. Et l'ENS se place au cœur de ce renouveau des études senghoriennes. Et je regarde ici Claire Riffard, qui est en particulier quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce projet scientifique autour de Senghor, qui travaille sur les archives de Senghor. Vous le savez peut-être, Senghor vivait dans les dernières années de sa vie en Normandie, à Verson, dans la maison de sa femme, Colette. Et maintenant qu'ils sont tous les deux morts, ils ont laissé leur maison et tout ce qu'elle contient à la ville de Verson. Et donc la question des archives Senghor se pose aujourd'hui, et Claire est au cœur de cela. C'est un des aspects du projet scientifique autour de Senghor. L'autre aspect étant un cours, un séminaire sur Senghor qui se fait encore une fois sur le modèle de ces nouvelles compréhensions du monde, c'est-à-dire en partenariat et en réseau entre l'ENS et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, je vous ai décrit très rapidement le cadre institutionnel décentré, décentralisé dans lequel s'inscrit ce séminaire. Et c'est quand j'ai été invité comme visiting professor que j'ai décidé que j'allais parler de l'universel. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de parler de l'universel? Des raisons circonstancielles et une raison philosophique plus profonde. Je vais vous parler des raisons circonstancielles. Les circonstances sont les suivantes. Il y a maintenant bientôt 8 ans, le 26 octobre 2015, Francis Wolff, que vous connaissez, éméritus ici, m'a envoyé un email pour m'inviter à quelque chose qu'il organisait qui s'appelait les lundis de la philosophie. Alors, il m'avait expliqué dans cet email que les lundis de la philosophie, ça consistait à inviter un philosophe, à lui demander de présenter non pas un thème d'histoire de la philosophie, mais ses propres positions, ses positions personnelles, qui seraient ensuite discutées. Il m'avait expliqué qu'il fallait parler pendant 50 minutes, ensuite qu'il y aurait sa propre reprise, et qu'ensuite il y aurait des questions et des réponses avec la salle. Et il m'avait annoncé que ça se passerait en salle du SAN et qu'il fallait que je m'attende à ce qu'il y ait plus de 100 personnes. Et voici, je cite une partie de son courriel, comme on dit en bon français. « J'aimerais beaucoup t'entendre reprendre la question de l'universalisme dans son rapport avec les particularités des croyances religieuses. » Bon, c'est ce qu'il m'avait demandé, mais bien entendu, il me disait aussi qu'il me laissait libre du choix du thème à l'intérieur de ce cadre de l'universalisme, de la problématique. Nous avions convenu à l'époque que je viendrais donc faire ce lundi de la philosophie le 23 mai 2016, et malheureusement, comme toujours quand cela arrive, au dernier moment, il m'avait fallu décommander. Voilà les circonstances pour lesquelles je me dis, ça y est. C'est bien, maintenant je vais répondre à l'invitation de Francis Wolff et j'irai, nous sommes en salle du SAN. Je ne suis pas sûr que nous soyons plus de 100 comme il avait annoncé, je ne sais pas quel est le contenu de cette salle, mais enfin, un jour de grève comme celui-ci, c'est déjà pas mal que nous soyons le nombre que nous sommes. Et nous parlons de l'universel, ou en tout cas nous allons en parler. En revanche, alors ce n'est pas un lundi, ce sont 10 mardis.
Enfin, je ne parlerai pas des particularités des croyances religieuses. S'il m'arrive de parler de religion, ce sera vraiment accidentel. Ce n'est pas du tout le propos qui va être le nôtre. Mais la raison philosophique qui me permet d'introduire ce cours sur le trouble dans l'universel est la suivante, c'est précisément qu'il y a trouble dans l'universel. La raison pour laquelle Francis Wolff me proposait ce thème-là, et surtout, il me disait confronter l'universalisme avec les particularités des croyances religieuses, c'était une manière d'indiquer qu'en effet, l'universel, cela ne va plus de soi, ou cela ne va pas de soi. Et un certain nombre de titres qui sont parus ces dernières années le montrent. Je vous en cite quelques-uns. Il y a le livre de Francis Wolff lui-même, un magnifique ouvrage qui s'intitule « Plaidoyer pour l'universel, fonder l'humanisme », paru, comme vous savez, en 2019. Il y a le livre d'Étienne Balibar qui s'intitule « Des universels, essais et conférences », paru en 2016. Je vous cite le livre de François Julien, « De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue des cultures », paru, lui, en 2008. Immanuel Wallenstein, traduit de l'anglais, le titre originel en anglais c'était « European Universalism, the Rhetoric of Power », qu'il avait écrit en 2006, traduit en français sous le titre « L'universalisme européen, de la colonisation au droit d'ingérence », paru en 2008. Et il n'y a pas longtemps, c'était en 2020, je crois, la Société française de philo m'avait invité à une conférence qui a été publiée ensuite dans son bulletin et qui est l'objet d'un fascicule. Vous avez parlé de l'universel en langue. Tous ces titres que je viens de vous citer indiquent justement ce qui ne va pas de soi dans l'universel. Écrire des universels, et je vous assure, si vous faites ça avec votre ordinateur, la grammaire qui est contenue dans l'ordinateur va vous souligner tout de suite universel, parce que ça ne se dit pas des universels avec un S à la fin. Le trouble qu'aura votre ordinateur indique bien qu'il y a un trouble dans l'universel. Il est paradoxalement pluriel dans ce titre-là. Il est également paradoxalement européen dans le titre de Wallerstein, parce que s'il est européen, il n'est pas universel, par définition, et ou bien alors dans le titre de Francis Wolff, s'il a besoin d'un avocat et d'un plaidoyer, c'est qu'il ne va pas très bien, qu'il est accusé de 1000 mots probablement. En même temps, si je prends ce titre au sérieux, plaidoyer pour l'universel, il nous dit que l'universel, c'est ce qui demande et ce qui vaut que l'on plaide pour lui. Alors, il nous dit à la fois l'universel est fragilisé, il est dans le trouble, il a besoin d'un avocat, il a besoin qu'on plaide pour lui, mais il dit également que cela vaut le coup, que l'universel, il faut y tenir. Et Francis Wolff rappelle une évidence qui est la suivante, je le cite, « Jamais nous n'avons été aussi conscients de former une seule humanité ». Alors, il n'y a pas nécessairement un lien très fort, indéchirable comme on dirait, entre l'affirmation de l'universel et le fait qu'effectivement, jamais nous nous sommes rendus compte à ce point de former une seule et même humanité. Nous venons de sortir, enfin nous n'en sommes pas encore sortis, mais nous sommes en train de sortir de cette pandémie qui fait qu'un virus a fait le tour de la Terre en une nuit. Né en Chine, il avait parcouru toute la Terre, et au moment où le président Trump décidait de fermer les frontières des États-Unis à la Chine, c'était absurde et trop tard parce que le virus ne venait plus de Chine, il venait d'Europe et il était transporté par ces milliers de touristes européens pressés d'aller se presser sur Times Square et d'aller rendre une visite de courtoisie à Dame Liberty, la statue de la liberté. Et en même temps aussi, évidemment, jamais nous n'avons été aussi conscients de former une seule humanité à cause de l'urgence climatique dont nous ne pouvons plus ignorer que nous la vivons, puisque effectivement on se rend bien compte que si M. Bolsonaro
s'attaque à la forêt amazonienne, c'est la terre entière qui a des problèmes pour respirer. Et si les Africains réussissent enfin à créer la muraille verte dans le travail colossal dans lequel ils sont engagés pour essayer d'arrêter l'avancée du désert, le monde en respirera mieux. Donc rien de tel que des évidences comme celle-là pour nous rappeler qu'en effet, nous sommes une seule humanité. D'ailleurs, un de ses derniers textes, Étienne Balibar explique pourquoi nous avons besoin aujourd'hui d'une cosmopolitique de l'espèce humaine. Alors, cela étant, le trouble dont je parlais tout à l'heure, d'où vient-il? Pourquoi est-ce qu'il y a trouble dans l'universel? Et d'abord, quelle forme est-ce que ce trouble prend? Il prend, et on s'en rend bien compte ici, en France en particulier, la forme de controverse où on sent bien, où effectivement l'enjeu c'est l'universel, mais cet enjeu universel est fortement chahuté, troublé, obscurci, offusqué par les controverses qui prennent la forme de tribalisme, où on s'oppose entre tribus wokistes et des tribus anti-wokistes, par exemple, où on accuse les post-coloniaux de mille mots, ou les décoloniaux, comme on les appelle également, lesquels, évidemment, ont aussi des noms d'oiseaux pour ceux qui s'opposent à eux. Bon, bref, il ne s'agira pas pour nous, évidemment, de tomber dans l'actualisme et d'entrer dans ces considérations wokisme et anti-wokisme, mais d'essayer de traiter philosophiquement ce qui est en jeu dans les controverses comme celle-là. Et il n'y a pas qu'en France. En France, cela prend une acuité particulière, parce que la France, comme disait Valérie, a la particularité d'être universelle, ou en tout cas de le croire et de le dire, et de constituer son récit national autour de cette idée que la France est tout naturellement universelle, ce qui fait que ça prend une acuité particulière. Mais le pays d'où je viens connaît tout aussi bien ces guerres pricocolines entre wokisme et non-wokisme, et il est très probable que l'élection américaine à venir va se décider en grande partie sur cette guerre tribale. C'est sur le wokisme un signe qui ne trompe pas. Il y a juste quelques jours, au moment où vous allez arriver, vous avez sûrement suivi cela également, ce qui s'est passé en Floride. En Floride, qui a la particularité d'avoir un gouverneur républicain, pas le républicanisme traditionnel, petit gouvernement, etc., mais le républicanisme à la Trump, c'est-à-dire ce culte très, très particulier, le républicanisme du MAGA. Et ce qui s'est passé en Floride, ce que j'ai à l'esprit, c'est l'interdiction qui a frappé un programme, un cours, qui est un cours de AP sur l'histoire africaine-américaine, ou afro-américaine, comme on dit ici. Et c'était particulièrement symbolique parce que ça tombait le 1er février, le mois de février est le mois de l'histoire africaine-américaine, justement, la Black History Month. Et ce qui était en jeu dans ce cours, dans ce curriculum particulier, c'était le fait que l'État de Floride, par son corps, son College Board, son Board of Education, l'équipe qui s'occupe auprès du gouverneur des programmes éducatifs, avait estimé que ce cours d'histoire africaine-américaine n'avait pas, je cite, de contenu valide, n'avait pas de valeur éducative. Voilà, c'était ça exactement la critique. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas le caractère universel qui doit être celui de l'enseignement. L'idée derrière cette controverse, si on va derrière le brouhaha de cette controverse et qu'on essaye de lire la réalité philosophique qu'il y a là derrière,
il y a l'idée que quelque chose est à enseigner si ce quelque chose est universel. Le contenu d'un enseignement doit être un contenu universel qui s'adresse à tous. Et donc, l'accusation contre ce cours de AP d'histoire africaine-américaine, c'était qu'il n'y avait pas de valeur éducative contenue là-dedans, il n'y avait pas d'universel dans ce cours. Simplement, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout le monde sait en gros ce qu'il en est des États-Unis, nous avons tous les yeux braqués sur ce qui se passe là-bas, donc nous savons tout. Mais je rappelle simplement que ce qu'on appelle les AP, ce sont des cours qui se donnent dans l'équivalent de la terminale, le senior year des lycées. Ce sont des cours électifs, pas obligatoires du tout. On choisit ces cours qui, en principe, sont relativement exigeants. Et l'intérêt de prendre ces cours, c'est que ça permet de booster, comme on dit en français, un dossier à présenter à des universités pour qu'elles vous acceptent, et lesquelles universités, la plupart du temps, reconnaissent ces cours comme ayant valeur universitaire, justement, étant au niveau de la première année de l'université, et on vous donne du crédit si vous avez pris les AP. Donc c'est assez important, et les familles aiment que leurs enfants prennent 2 ou 3 AP en terminale pour pouvoir justement présenter cela à des universités. Ça permet d'étoffer son dossier et ça rapporte énormément d'argent parce que ça brasse beaucoup d'argent. C'est le College Board, qui est la structure fédérale qui gère les AP, traîne beaucoup d'argent parce que, évidemment, pour s'inscrire dans un examen de AP et prendre les tests qu'il faut, il faut payer de l'argent. Donc, l'enjeu était important. L'enjeu de la suppression de ce cours était important. Je reviens à ce qui est la signification profonde de cette interdiction, l'idée que l'école, c'est ce qui enseigne, ce qui doit valoir universellement, et non pas ce qui enseigne à, si vous voulez, contempler, répéter sa propre identité. C'est un aspect important lorsqu'on réfléchit à l'universel et à l'enseignement, et lorsqu'on réfléchit au fait que les curricula vont être de plus en plus dans les guerres tribales que nous vivons, parce que la politique est devenue tribalisme, malheureusement, dans le monde fracturé, fragmenté où nous vivons. Il est important de se poser cette question-là. Enseigner ce qui vaut universellement. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai dit en Sorbonne, c'était il y a plusieurs années, c'était une rencontre autour de l'école, et j'avais fait une présentation dans laquelle je m'étais amusé à défendre nos ancêtres les Gaulois. J'ai dit que dire nos ancêtres les Gaulois, ça pouvait être une bonne chose si on y réfléchissait. Pourquoi? Parce que si vous êtes universaliste, comme la France l'est, il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas avoir un cours d'histoire à ce moment-là, sous la colonisation, à Saint-Denis, qui serait différent du cours d'histoire enseigné à Madagascar. Donc, si les ancêtres des élèves sont des Gaulois à Saint-Denis, il faut absolument que les ancêtres des élèves soient des Gaulois à Madagascar également. Vous ne pouvez pas avoir un enseignement différencié, et par conséquent, les Gaulois, en réalité, n'existent pas. Ils ne sont les ancêtres de personne. Ils sont simplement les ancêtres des écoliers. Voilà le raisonnement un petit peu farfelu que je m'étais amusé à tenir, mais il n'était pas si farfelu que cela. C'était une manière de pousser jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes l'idée de l'universalisme. On ne peut pas enseigner quelque chose qui fait une différence dans l'audience. Je ne peux pas tenir un propos qui serait adressé différemment à vous qui m'écoutez. Ça, c'est un premier aspect de la question que nous posons. Le deuxième aspect, c'est que si nous sommes en philosophie, la philosophie est quand même une discipline qui a besoin de l'universel. Alors, je me cache de Barbara Cassin en disant cela, parce que je sais qu'elle est défenseur des barbares, avocate des barbares et des sophistes, mais en gros, nous avons le grand partage sur lequel les textes d'enseignement de la philosophie vivent
entre, d'une part, les sophistes qui seraient du côté du particulier, du côté de la rhétorique, et les philosophes qui, eux, seraient, on le suppose, du côté de l'universel et du côté de l'argumentation. Quelque chose qui a à voir avec le fait que l'universel, c'est censé être ce qui organise un espace public où nous échangeons des arguments d'une manière qui est absolument indépendante de qui nous sommes et de quelle position nous parlons et de quels seraient en principe nos intérêts particuliers à parler de la manière dont nous parlons, et ce qui fait que ce serait le caractère totalement universel, neutre de l'espace public. On peut se poser la question de savoir si un tel espace public a jamais existé. Et en revanche, on opposerait à cela un espace où, au fond, il n'y aurait pas véritablement d'argumentation. Ce qu'il y aurait, ce seraient des performances. Chacun vient sur l'estrade, fait la performance de sa propre identité, et puis les performances vont se juxtaposer sans véritablement se rencontrer, sans véritablement se croiser, sans véritablement se parler. Je simplifie évidemment les choses, mais c'est un peu ce que dit Étienne Balibar, je le cite à nouveau, dans ce livre des universels, lorsqu'il dit « Je vais m'essayer à des formulations qui touchent aux questions de l'universel et les faire travailler. Par définition, ce sont là des questions philosophiques par excellence, puisque la philosophie est cette discipline qui tente de dire l'universel ou de phraser, dit-il, comme disait Lyotard, dans la modalité de l'universel. Sub que specie universitatis. Donc, il y a engagé également dans la question telle que nous la posons, et surtout lorsque nous la posons à propos de l'école, ce grand partage, un partage philosophique sur lequel nous vivons, Socrate et Gorgias, de la même manière qu'il faut choisir son chemin entre l'être et le non-être, il faut choisir son maître entre Socrate et Gorgias. Mais ici, il s'agit pour nous, non pas de traiter d'un thème éternel qui serait un thème éternel de l'histoire de la philosophie. Il n'y a pas de question éternelle en histoire de la philosophie à laquelle on apporterait ce siècle-ci telle réponse, ce siècle-là telle autre réponse. Les questions elles-mêmes sont prises évidemment dans les différents moments philosophiques. Et donc ce que nous allons faire dans ce séminaire, c'est installer cette question dans le moment historique et philosophique qui est le nôtre et dont la nature même fait qu'il y a ce que j'ai appelé trouble de l'universel ou dans l'universel. Ce moment historique, je vais l'identifier à Bandung 1955. Bandung 1955, c'est cette grande conférence, la conférence de Bandung, comme vous le savez, qui a eu lieu en 1955 entre des pays asiatiques, dont la plupart, beaucoup d'entre eux, étaient déjà indépendants, et des pays africains, dont certains étaient indépendants à l'époque, d'autres allaient le devenir assez rapidement, puisque 5 ans après Bandung, comme vous le savez, ça a été la grande vague des indépendances, par exemple, en Afrique. Mais ce qui était important dans la conférence de Bandung, et nous en reparlerons, c'est le fait que cette conférence-là a eu lieu sans l'Europe. On n'a pas le sentiment, on ne mesure pas assez l'importance que cela avait. Pour la première fois, ce n'était pas l'Europe qui convoquait une conférence internationale s'organisant autour d'elle, c'est-à-dire entérinant en quelque sorte le fait que la configuration du monde, c'était un centre européen et une périphérie. Quand ces États se réunissent, l'Europe est en question évidemment, mais l'Europe est l'objet du discours et non pas le grand sujet du discours, puisque cette conférence est organisée autour de la condamnation du colonialisme. La conférence elle-même n'a pas été une grande réussite. Qu'est-ce qui a été décidé par cette conférence? Pas grand-chose. Mais sa configuration elle-même était la réussite. C'est ce qui faisait l'intérêt et le prix et la valeur et la validité de Bandung. Avoir une conférence où les subalternes ou les colonisés parlaient entre eux et condamnaient le principe qui avait fait d'eux des subalternes, c'était cela un peu la définition de ce que j'ai appelé le moment historique dans lequel nous vivons. Et ce moment historique se traduit également comme un moment philosophique, un moment épistémologique
et c'est aussi de cela que nous allons parler. Si on veut caractériser ce moment-là, ce moment Bandung, cet esprit Bandung, on dira que c'est le moment de la fin de l'universalisme européen, pour reprendre le titre de Immanuel Wallerstein, ou pour reprendre d'ailleurs le titre d'un livre d'un collègue et ami allemand, Markus Messling, qui va paraître ou qui est peut-être paru au PUF et qui s'appelle comme cela, La fin de l'universalisme européen. C'est donc la fin de cet universalisme et c'est évidemment le moment des décolonisations. Il y a donc un esprit de Bandung, un esprit Bandung qui est caractéristique du moment où nous vivons et qui explique pourquoi il y a aujourd'hui trouble dans l'universel. Alors, un propos me semble résumer cela. C'est le propos qui a été tenu par le Sénégalais Alioune Diop en 1959 au deuxième congrès mondial des écrivains et artistes noirs qu'il avait lui-même organisé et qui s'est tenu à Rome de la fin mars au début avril, donc 1959. D'abord, qui est Alioune Diop? Alioune Diop, je viens de le dire, est un intellectuel sénégalais qui a créé la revue puis la maison d'édition Présence africaine. Et ceux d'entre vous qui passaient sur la rue des écoles connaissaient la librairie Présence africaine, qui est la librairie créée, fondée par Alioune Diop. Il a créé d'abord la revue, juste dans l'immédiate après-guerre, et en 1948, il est passé de la revue Présence africaine à la maison Présence africaine. On dit d'ailleurs que cette expression, que ce titre, ce nom, Présence africaine, a été suggéré par Jean-Paul Sartre. Là, il semblerait que la première fois où il y a eu une réunion autour de la revue Présence africaine, c'est un autre nom qui avait été choisi, même des flyers, des prospectus portant ce titre-là avaient été imprimés, et c'est Sartre qui aurait dit, mais enfin, il s'agit d'affirmer la présence des Africains dans le monde, pourquoi est-ce qu'on ne s'appellerait pas Présence africaine? C'était une formule heureuse, et il est heureux que ça s'appelle Présence africaine, parce qu'en effet, c'est de bien cela qu'il s'agit. Bref, voilà qui est Alioune Diop, surnommé le Socrate noir, non pas parce qu'il aurait écrit des dialogues, mais parce que, comme Socrate, il n'aurait justement rien écrit. Parce que Socrate, on le connaît parce que Platon nous a rapporté ce qu'il a dit. Et Alioune Diop a très peu écrit très très peu de choses, peut-être une préface par-ci, par-là, un petit article par-ci, par-là, mais il a eu une influence considérable sur le plan intellectuel dans les décolonisations après la Deuxième Guerre mondiale, pour avoir été justement cet homme d'entre gens qu'il était. C'était lui qui connaissait Sartre, qui connaissait Bachelard, qui connaissait tous les intellectuels libéraux au sens américain, de gauche, disons-nous pour parler vite, qui ont accompagné beaucoup de mouvements de la décolonisation et qui ont accompagné en particulier Présence africaine et l'espace que constituait Présence africaine de rencontres d'intellectuels noirs de l'Afrique et de la diaspora africaine. Voilà qui était Alioune Diop. Et donc, déclaration d'Alioune Diop au deuxième congrès des écrivains et artistes noirs de Rome, je le cite, « Désoccidentaliser pour universaliser, tel est notre souhait. Pour universaliser, il importe que tous soient présents dans l'œuvre créatrice de l'humanité. » Fin de citation. Si cette session avait été un livre que j'écrivais et non pas un séminaire que je donnais, peut-être d'ailleurs qu'il va le devenir, j'aurais mis cela en épigraphe. Parce que, au fond, cette parole d'Alioune Diop résume le propos qui va être l'objet de la discussion que je vais vous présenter dans ce séminaire. Chaque mot est important. Il indique que le moment que nous vivons est un moment de désoccidentalisation. Non pas, pour qui le connaît, une sorte de relation agressive
à l'Occident, il faut désoccidentaliser, comme on dit aujourd'hui, il faut décoloniser les savoirs, sans qu'on sache très bien ce que ça signifie décoloniser des savoirs. Mais enfin, c'est une des questions que nous allons poser dans le séminaire aussi. Mais décentrer, désoccidentaliser ici au sens de décentrer. Se donner un monde qui n'est plus un centre, fût-il autre que l'Europe, aucune province du monde. Comme a dit Sartre dans une préface fameuse qu'il a accordée à l'anthologie publiée par Senghor en 1948, l'Europe est devenue cette avancée que l'Asie pousse dans l'océan Atlantique. En fait, cette formule de Sartre était la meilleure manière de provincialiser l'Europe. On cite beaucoup la parole de Chakrabarty, provincialiser l'Europe, mais bien avant Chakrabarty, Sartre disant que l'Europe n'était que cette espèce de promontoire que l'Asie poussait à l'intérieur de l'océan, c'était la meilleure manière de procéder à cette provincialisation, un peu dans une révolution copernicienne, comme de la même manière que la Terre était devenue une planète parmi les autres planètes, lancée comme toutes les autres dans la ronde planétaire des planètes, l'Europe devient une province du monde. Et c'est ce qu'exprime ce propos d'Alioune Diop, désoccidentaliser pour universaliser. Et c'est ça qui est important. C'est un renversement total de la colonisation. La colonisation, c'était coloniser pour universaliser, coloniser au nom de la mission civilisatrice qui était censée apporter l'universel au reste du monde. Nous avions une province du monde qui se trouvait être à la verticale de l'universel. L'universel lui avait parlé et il avait donc investi de la mission de porter cet universel au reste du monde. Donc l'idée était qu'il fallait justement, pour universaliser, coloniser. Renversement effectué ici, il faut désoccidentaliser pour pouvoir universaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire de ceux qui disent que la décolonisation, c'est une manière de faire une sorte d'irruption du pluriel dans le monde et donc une remise en question de l'universel, ce que Alioune Diop est en train de dire, c'est que c'est précisément la décolonisation qui est le commencement de l'universel et non pas la fin de l'universel. Ou alors, dit autrement, la fin de l'universalisme, c'est le commencement de l'universel. Et on va essayer de donner une signification à une affirmation comme celle-là. Donc, désoccidentaliser pour universaliser, dit-il, tel est notre souhait. Et il ajoute, comme précision, pour universaliser, il importe que tous soient présents dans l'œuvre créatrice de l'humanité. Voilà encore un propos qui est important. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Bandung, qui est la fin de l'universalisme européen, est le commencement de l'universel, c'est que pour qu'il y ait universel, il faut que tout le monde s'assoie autour de la table. Tout le monde soit présent à ce que Aimé Césaire a appelé le rendez-vous du donner et du recevoir. Que toutes les voix comptent, que le pluriel du monde soit reconnu et que désormais, si universel il y a, pour parler comme Barbara, eh bien que cet universel se projette depuis le pluriel du monde. Si universel il y a, il faudra qu'il parte du pluriel du monde, que tous soient présents. Nous poserons la question de ce que cela signifie, un universel qui ne peut être effectif, ne peut être réel, que si tous sont présents. Et présents dans quoi? Dans l'œuvre créatrice de l'humanité. Là aussi, cette parole me semble importante, parce que œuvre créatrice de l'humanité, cela peut s'entendre de deux manières. C'est l'œuvre créée par une humanité qui est créatrice, ou bien une œuvre qui crée l'humanité. Les deux significations sont contenues ici. Et les tenir ensemble est important. L'humanité va être créatrice d'universel, c'est elle qui va universaliser. L'humanité devient un sujet, ce n'est plus simplement une idée régulatrice à la Kant, traiter l'humanité en soi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Ça devient véritablement un sujet, ce que Hannah Arendt appelait un concept politique d'humanité. L'humanité elle-même devient un agent, un acteur politique. Et c'est ce qu'elle disait lorsqu'elle disait qu'il fallait qu'un humain
a toujours le droit d'avoir des droits, n'est jamais privé de ses droits, y compris lorsqu'il est sans territoire, y compris lorsqu'il n'est pas sous la protection d'un État qui lui confère les droits. Il a un droit qui lui est conféré par l'humanité. Il faut que l'humanité, en tant que sujet, puisse conférer des droits et que ces droits ne soient pas simplement conférés par des nations. Donc cet aspect d'une humanité qui est créatrice elle-même en tant qu'humanité de valeurs et de valeurs universelles parce qu'elle est sujet, c'est un aspect important. Et l'idée aussi d'une création d'humanité, le fait de créer l'humanité, que l'humanité ne soit plus un état donné, mais une tâche. Ce qui définit l'humain, c'est qu'il lui appartient de créer l'humanité. Il faut que nous réalisions ensemble notre humanité, ce qui est la signification de ce mot bantou, de Ubuntu. Ça devient aussi une idée importante que l'on peut tirer de cette citation que je viens de faire du propos d'Alioune Diop définissant ce moment que nous vivons et moment dans lequel il y a ce trouble de l'universel. Ben écoutez, si vous êtes fatigué ou si nous sommes devenus irréfutables, et je vous verrai mardi prochain, Inch'Allah, pour parler religion.